La nuit était lourde, saturée d'un grondement lointain qui faisait vibrer la terre comme un cœur affolé. Sur une colline boueuse, perdue quelque part entre le froid et la peur, un homme se tenait debout, la silhouette découpée par les éclairs des explosions au loin. On l'appelait simplement le canonnier. Devant lui, des pièces d'artillerie massives, noires, comme des bêtes de métal prêtes à rugir. À juste à 2 degrés à gauche. Maintenant, murmura-t-il, la voix calme malgré le chaos. Le jeune soldat à ses côtés déglutit, les mains tremblantes sur la manivelle. 2 degrés, chef, c'est fait. Un ordre bref, le bras qui s'abaisse, et le canon crache sa réponse au ciel. Un éclair, un souffle, puis quelques secondes plus tard, au loin, le grondement sourd de l'impact. La fortification ennemie venait de céder. Encore une fois. Ce soir-là, comme tant d'autres, ces décisions faisaient basculer le destin de dizaines d'hommes. Un tir mal calculé, et des camarades mouraient. Une trajectoire parfaite, et une percée devenait possible. Dans le vacarme, alors que la terre tremblait sous ses bottes, il avait appris à maîtriser 3 choses, la peur, la pression, et le poids de la responsabilité. « Comment tu fais pour rester aussi calme » cria un artilleur, le visage couvert de suie. Il le regarda un instant, les yeux durs mais étrangement doux. « Je n'ai pas le droit d'avoir peur, pas avant vous, répondit-il simplement. Ce n'était pas un homme exceptionnel par naissance. Il venait d'un village pauvre, d'une famille qui comptait chaque pièce de monnaie, qui raccommodait les mêmes vêtements année après année. La seule chose qu'il avait en abondance, c'était cette obstination silencieuse, ce refus de céder, même quand le monde s'écroulait. Sur le front, cette force avait trouvé son terrain. Il commandait des canons capables de réduire des forteresses en poussière. Ses supérieurs parlaient de lui comme d'un prodige. Ses camarades, comme d'un bouclier vivant. Pour eux, il était l'image même de la victoire possible face à l'impossible. Mais voici ce que personne ne lui avait dit à ce moment-là. Tout ce courage, toute cette précision, toute cette discipline acquise sous le feu, ne garantirait rien une fois les canons réduits au silence. On l'avait formé à survivre aux bombes, pas aux factures. À calculer des trajectoires de projectiles, pas des trajectoires financières. À encaisser le bruit des explosions, pas le silence d'une boîte aux lettres pleine de dettes. Vous, qui écoutez cette histoire, vous connaissez peut-être ce même décalage, à votre manière. Au travail, vous tenez bon. En famille, vous jouez votre rôle. Mais dès qu'il est question d'argent, de compte bancaire, de dette ou de projet, la peur change de visage. Elle ne porte plus d'uniforme, elle ne hurle plus. Elle chuchote. Elle dit, tu ne vas jamais t'en sortir. Et si je vous disais que cet homme, ce canonnier de la Seconde Guerre mondiale, a gagné la guerre, mais perdu sa bataille financière. Qu'après les applaudissements, il est rentré chez lui pour découvrir une autre forme de combat, bien plus silencieuse, bien plus sournoise, la pauvreté. Avant de continuer, posez-vous une question, dans votre vie, aujourd'hui, quelle est votre vraie guerre? Est-ce que ce sont vraiment les prix qui augmentent, le salaire qui ne suit pas, ou quelque chose de plus profond, plus ancien, peut-être invisible, qui dirige vos choix avec l'argent? Parce que l'histoire de cet artilleur n'est pas seulement la sienne. C'est, d'une certaine façon, aussi la vôtre. Et pour la comprendre, il faut revenir au moment où les canons se sont tus, et où, pour lui, tout a vraiment commencé. La nuit est tombée sur le front de l'Est comme une chape de plomb. Le froid s'infiltrait dans les bottes, dans les os, jusque dans les pensées. Dans la pénombre de l'abri creusé à la hâte, Henri passa une dernière fois la main sur le fût glacé du canon. Ce géant de métal l'avait accompagné dans tant de combats qu'il avait fini par lui parler comme à un vieux compagnon. « À demain, mon grand, si demain existe, murmura-t-il en soufflant une buée blanche. Dehors, les ordres claquaient, secs, comme des coups de feu. Les projecteurs griffaient le ciel à la recherche d'avions ennemis. Pourtant, au milieu de ce chaos organisé, il y avait chez lui une sorte de calme étrange. Quand il se plaçait derrière la lunette de visée, tout devenait simple, angle, distance, trajectoire. Une équation froide, mais compréhensible. Viser. Ajuster. Tirer. Protéger. Sergent Henri, cria un jeune soldat en se précipitant vers lui. On dit que vous avez encore touché en plein centre à plus de 10 km. C'est vrai. Henri haussa les épaules, un sourire fatigué au coin des lèvres. Quand la cible menace tes camarades, tu n'as pas le droit de rater, répondit-il. Ce n'est pas du talent, c'est de la nécessité. Le gamin le regarda comme on regarde un héros de roman.
Pour lui, Henri était invincible. Un homme capable d'ordonner à des tonnes d'acier de frapper au millimètre près. Un homme qui, par sa précision, changeait le cours des batailles. Mais la nuit, quand le vacarme se taisait un peu, d'autres questions revenaient frapper à la porte de son esprit. Allongé sur sa paillasse, le casque posé à côté de lui, il fixait le plafond de terre. Et après, se demandait-il en silence. Quand tout ça sera fini, qu'est-ce qui restera? Il essayait d'imaginer une maison tranquille, une table en bois, un salaire régulier. Mais ces images glissaient entre ses doigts comme de la fumée. Personne ne leur parlait d'argent, de futur, de ce que signifiait recommencer à zéro après avoir tout risqué. On leur parlait d'honneur, de devoir, de patrie. Jamais de dette, de budget, de retraite, de projet. Une nuit, alors que les bombardements se rapprochaient, son camarade Marcel, roulé dans sa couverture, lui lança à mi-voix. « Dis, Henri, tu crois qu'on sera récompensé, après? Qu'on aura au moins de quoi vivre tranquille ?» Henri hésita, cherchant une réponse qu'il n'avait pas. « On nous a promis ça, non ?» répondit-il enfin. « Ils tiendront parole. » Mais au fond de lui, une autre voix murmurait « Tu ne sais même pas ce que vaut ta propre vie sur un contrat. » Dans ce front boueux perdu au milieu de l'Europe, Henri dominait l'art de la destruction, mais il ignorait tout de la construction d'une vie financière. Il savait lire une carte, pas un relevé de compte. Il savait calculer un tir croisé, pas les intérêts d'un emprunt. Il savait diriger un équipage, pas un budget familial. Et toi, si tu te retrouves à sa place, là, dans ce froid, sous ce ciel noir, est-ce que tu sais ce qui t'attend après? Est-ce que tu as déjà pensé à la bataille qui commence quand la guerre officielle s'arrête? Parce que pour Henri, la nuit du front n'était que le prélude à une autre obscurité, plus silencieuse, plus sournoise, qu'il attendait de l'autre côté du retour, sans qu'il s'en doute encore. Le sifflement des obus s'estompe peu à peu, remplacé par un silence étrange. Dans ce silence, il y a un homme debout sur un quai de gare, une valise usée à la main, l'uniforme encore impeccable mais déjà dépassé par le monde qui l'entoure. C'est lui, l'artilleur. Le même qui, quelques mois plus tôt, commandait des canons capables de faire trembler la terre. Aujourd'hui, personne ne tremble à son passage. On le bouscule, on le dépasse, on l'oublie. Il regarde les autres soldats descendre des wagons, retrouver des familles en larmes, des fiancés qui courent, des mères qui s'accrochent. Lui, il n'a qu'une poignée de papier. Une lettre officielle avec des mots froids, remerciement de la nation, service accompli, droit à une petite pension. Il lit, relit, sans vraiment comprendre la valeur réelle de ces phrases. Il se dit que, forcément, tout finira bien, un homme qui a survécu à la guerre saura bien survivre à la paix, n'est-ce pas? Les premiers jours, il y croit. Il présente son dossier dans des bureaux administratifs, sourit avec cette modestie des gens qui ont vu trop d'horreur pour se plaindre. On lui répond poliment, on tamponne des formulaires, on promet des réponses. Le temps passe. Les économies, déjà maigres, s'érodent. Le loyer, la nourriture, quelques dettes contractées pendant la guerre. Les chiffres commencent à s'empiler dans sa tête comme des obus prêts à exploser. Sauf que cette fois, il ne sait pas où pointer le canon. Un soir, assis à une table en formica dans un petit café enfumé, il discute avec un ancien camarade d'unité, déjà en costume civil, déjà adapté. « Alors, tu t'en sors ?» demande le camarade, une cigarette au coin des lèvres. Il hausse les épaules, esquisse un sourire forcé. « Je cherche. On m'a dit qu'il y aurait du travail, qu'on nous aiderait à nous réinsérer. Je suppose que ça va venir. » Le camarade hésite, puis répond, un peu gêné. « Tu sais, personne va te sauver, là. Il n'y a plus de général pour te donner des ordres, plus d'ennemis à viser. Il y a juste, les factures. Et ça, personne ne nous a appris à les affronter. » Il rit nerveusement, croit à une exagération. Dans sa tête, il est encore le héros, celui qui a détruit des bunkers, sauvé des vies. Comment un homme capable de calculer en quelques secondes la trajectoire parfaite d'un obus pourrait-il être incapable de gérer quelques billets de banque? Et pourtant, progressivement, une autre réalité s'installe. Les refus d'embauche, les « vous n'avez pas l'expérience qu'il faut », les « la guerre, c'est fini maintenant, nous avons besoin de compétences civiles ». La pension qui ne suffit pas. Les petites avances qu'il demande à des proches, juste pour ce mois-ci. Puis le mois suivant. Et celui d'après. Tu connais peut-être ce sentiment-là, toi aussi.
Ce moment où tu réalises que le problème n'est pas seulement l'argent qui entre ou qui sort, mais ce qu'on t'a appris ou pas sur l'argent, depuis toujours. Cette impression d'avoir été largué sur un nouveau champ de bataille sans carte, sans boussole, sans entraînement. Dis-moi, en toute honnêteté, qui t'a appris à affronter tes propres guerres financières? Qui t'a expliqué comment ne pas devenir prisonnier de tes dettes, de tes peurs, de tes automatismes? Peut-être, comme lui, tu as été courageux dans tant de domaines, mais désarmé face à tes comptes bancaires. Parce que ce que notre artilleur va découvrir, ce n'est pas seulement l'injustice du système, mais aussi le poids invisible de ses croyances, de ses blessures, de son silence. Et c'est à ce moment précis que sa véritable bataille intérieure va commencer. Le jour où les canons se sont tus, il y a eu un silence si lourd que Hans a cru devenir sourd. Pas à cause des bombes, mais à cause du vide. Plus d'ordre, plus de cartes dépliées sur des caisses de munitions, plus de coordonnées à corriger au millimètre près. Juste le vent froid qui passait entre les baraquements et des hommes qui pliaient leurs uniformes pour la dernière fois. On lui a rendu sa liberté avec une poignée de main rapide, un bout de papier et quelques billets froissés. « Merci pour votre service », a murmuré un officier fatigué, sans même le regarder vraiment. Hans a rangé ce papier comme on range une médaille invisible, en espérant qu'il ait au moins la valeur d'un nouveau départ. La première fois qu'il est rentré dans une banque civile, avec son manteau militaire trop large, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais connu au front, la honte. Devant lui, un employé en costume sombre lui parlait avec des mots qu'il ne comprenait pas vraiment. Intérêt, échéance, garantie, dossier. Hans, lui, ne connaissait que d'autres termes, portée, recul, trajectoire, riposte. Vous avez des économies? Des biens en garantie, demanda le banquier, en ajustant ses lunettes. Hans a baissé les yeux sur ses mains abîmées par le froid et la poudre. Des économies. Il avait survécu. Il croyait que ça suffirait. Non, juste ma solde, et je cherche du travail, répondit-il, la voix plus basse qu'au milieu des explosions. Le banquier a souri, un sourire poli, presque mécanique. Dans ce cas, ce sera difficile de vous accorder un prêt. Revenez quand votre situation sera plus stable. Stable. Le mot a résonné bizarrement dans la tête d'un homme qui avait vécu sur un sol qui tremblait sous les obus. Les semaines suivantes, Hans a enchaîné les petits boulots. Charger des caisses. Décharger des wagons. Porteur sur son dos ce que, autrefois, il aurait pulvérisé d'un seul tir. Chaque fin de mois, les chiffres ne fermaient jamais. Le loyer, la nourriture, quelques dettes contractées, juste pour tenir, puis d'autres dettes pour payer les précédentes. La même logique qu'une offensive mal préparée, on avance sans plan, puis on s'épuise, encerclé. Chaque refus d'emploi, chaque facture en retard, réveillait en lui une blessure invisible. Pendant la guerre, il savait exactement quoi faire face à la peur, respirer, analyser, viser, tirer. Dans la vie civile, la peur avait changé de visage. Ce n'était plus le hurlement d'un missile, mais le silence d'une boîte aux lettres qu'il n'osait plus ouvrir. Le soir, assis à la table bancale de sa petite chambre louée, il étalait ses maigres billets comme des cartes d'état-major. Sauf qu'ici, aucune stratégie ne semblait fonctionner. Il payait ce qui criait le plus fort, le propriétaire, l'épicier, le créancier qui frappait à la porte. Et, peu à peu, il s'oubliait lui-même, convaincu que c'était son destin de survivant. Survivant, pas bâtisseur. Au fond de lui, une croyance s'installait, silencieuse mais tenace, je ne vaux rien en temps de paix. Je ne comprends rien à l'argent. Je suis condamné à subir. Ce n'était pas écrit sur un rapport militaire, personne ne lui avait donné cet ordre. Pourtant, il obéissait à cette voix comme s'il s'agissait d'un commandement officiel. Dis-moi, est-ce que, toi aussi, tu as déjà ressenti ça, devant ton compte bancaire ou tes dettes? Cette impression de mener une guerre perdue d'avance, sans armes, sans plan, sans manuel pour t'en sortir. Tu te souviens d'un moment précis où tu t'es dit, l'argent, ce n'est pas pour moi. Si tu te reconnais, reste avec moi. Parce que ce que Hans va découvrir ensuite ne vient pas des livres d'histoire, mais d'une prise de conscience brutale. La plus grande bataille de sa vie n'était pas derrière lui, sur le front, elle était juste en train de commencer, à l'intérieur de sa propre tête. Les jours ont commencé à se ressembler, lourds et silencieux. Plus de détonation, plus d'ordre crié dans le vacarme des canons. Juste le tic-tac d'une horloge bon marché au mur de son petit appartement, et le froissement des enveloppes qui s'accumulaient sur la table. Il en prit une,
la retourna dans ses mains calleuses. Ce ne serait ni la première, ni la dernière. Il déchira le bord, les yeux déjà fatigués avant même de lire. Des chiffres. Toujours des chiffres. Somme due, intérêt, dernier appel avant procédure. Louis le grand artilleur de la Seconde Guerre resta un moment immobile, la feuille tremblant légèrement entre ses doigts. Il se revit, quelques années plus tôt, derrière son canon de 155, mesurant les distances, calculant les trajectoires, ajustant les angles avec une précision presque mathématique. Là-bas, il savait lire le terrain en une seconde. Ici, face à une simple facture, il se sentait perdu. Sa femme, Jeanne, sortit de la petite cuisine, essuyant ses mains dans un torchon usé. C'est encore. Il hocha la tête, sans la regarder. Ils veulent qu'on paie avant la fin du mois. Sinon. Il s'arrêta, incapable de finir. Elle s'assit en face de lui, cherchant son regard. Tu as donné ta jeunesse à ce pays, Louis. Ils ne peuvent pas. Il éclata d'un rire amer. La guerre, ça ne paie plus les loyers, Jeanne. Ça laisse juste des souvenirs, et des cauchemars. Dans sa tête, une autre voix murmurait, un vrai homme s'en sortira. Un héros ne se plaint pas. L'argent, c'est pour les riches, pour les malins. Toi, tu n'es qu'un soldat. Ces phrases, il ne les avait jamais entendues clairement, mais elles étaient là, tapies au fond de lui, héritées de son père, de son quartier, d'une époque entière qui glorifiait le sacrifice et méprisait la richesse. Il baissa les yeux vers la facture, comme si c'était un ordre écrit dans une langue étrangère. Budget, épargne, investir, ces mots n'avaient jamais fait partie de son univers. On lui avait appris à manier un canon, pas un compte bancaire. On lui avait montré comment survivre dans une tranchée, pas comment survivre à la fin du mois. Jeanne brisa le silence. On pourrait demander conseil à ton cousin, celui qui travaille à la banque, non. Il se crispa. Non. Je ne vais pas aller lui avouer que je ne comprends rien à ces papiers. Je ne suis pas un idiot. Mais au fond, ce n'était pas de la fierté, c'était de la peur. Peur d'être démasqué. Peur de prouver qu'il n'était pas seulement fauché, mais nul avec l'argent. Et toi, quand tu reçois une facture, un relevé de compte, un mail de la banque, tu te sens sûr de toi, ou bien tu ressens ce même nœud au ventre, ce mélange de honte et d'incompréhension que Louis portait en silence. Les nuits devinrent plus courtes. Le moindre bruit le réveillait. Une portière de voiture dans la rue, et son cœur s'emballait comme s'il entendait à nouveau l'artillerie ennemie. Le simple coup de sonnette du facteur le faisait sursauter. Son système nerveux était resté au front, toujours en alerte. Et chaque stress financier n'était plus seulement un souci d'argent, c'était une sirène intérieure annonçant le danger. Un matin, il trouva sur la table une nouvelle enveloppe, plus épaisse, plus officielle. Il sut avant même de l'ouvrir que cette fois, ce ne serait pas une simple relance. Ses mains se mirent à trembler. Il ferma les yeux un instant, inspira profondément, comme avant de donner l'ordre de feu. Ce qu'il allait découvrir dans cette lettre allait marquer un tournant, non seulement dans ses finances, mais aussi dans sa façon de se voir lui-même, et ce tournant, nous allons l'ouvrir ensemble. Ce soir-là, dans le petit appartement aux murs jaunis, le vieil artilleur resta longtemps debout devant la fenêtre. Dehors, les lumières de la ville clignotaient comme des balises lointaines. Derrière lui, la table était couverte de papiers, factures en retard, lettres de relance, formulaires qu'il ne comprenait pas vraiment. Il soupira, passa une main sur son visage marqué, puis s'assit lourdement. J'ai déjà vu des obus tomber à quelques mètres de moi, et pourtant, c'est cette petite enveloppe-là qui me fait trembler, murmura-t-il en prenant une facture entre ses doigts. Sa voix était à peine audible, comme s'il parlait à un fantôme. Dans sa tête, un écho se répéta, un ordre sec du capitaine, des années plus tôt, vous devez garder votre sang-froid sous le feu ennemi, soldat. Il serra la mâchoire. Sous les bombes, il savait exactement quoi faire. Sous le poids des dettes, il était perdu. Il se leva, ouvrit un vieux tiroir et sortit une photo écornée, lui, jeune, devant son canon, entouré de ses camarades souriants. Certains n'avaient jamais revu la paix. Il fixa longuement l'image, puis la posa à côté des factures. Deux mondes, côte à côte, le héros de guerre, et l'homme à découvert bancaire. Pourquoi je n'ai jamais appris tout ça, se demanda-t-il à haute voix. On m'a appris à viser un bunker à 3 km, pas à lire un contrat de crédit. On m'a appris à survivre au froid, à la faim, aux obus, mais pas à gérer un salaire, à prévoir l'avenir.
Une amertume tranquille, presque résignée, se mêlait à ses mots. Il se souvint de la fois où, après la guerre, on lui avait proposé un prêt, facile, pour acheter des meubles, puis un autre pour une voiture, indispensable. À chaque signature, on le félicitait, vous voyez, vous construisez votre confort, votre avenir. Personne ne lui avait expliqué les intérêts, le surendettement, le piège qui se refermait lentement. Et toi, tu t'es déjà senti comme lui, submergé par des décisions financières que personne ne t'a vraiment appris à prendre. Tu as déjà eu ce moment où tu te demandes, comment ai-je pu en arriver là, sans même te souvenir du premier pas dans le piège? Le vieil artilleur, lui, sentait monter une autre forme de colère. Pas la rage explosive du champ de bataille, non. Une colère silencieuse, dirigée autant contre le système que contre lui-même. J'ai cru que le courage suffisait, que travailler dur suffirait, dit-il, les yeux brillants. Mais il y a une guerre qu'on ne m'a jamais appris à mener, celle contre l'ignorance financière, contre mes propres peurs, contre cette petite voix qui me dit que je ne mérite pas mieux. Il prit un stylo, approcha sa main d'une nouvelle enveloppe, puis s'arrêta. Non. Cette fois, je dois comprendre. Je dois apprendre. Ses doigts tremblaient, mais pas de la même manière qu'autrefois. C'était une autre forme de combat qui commençait. Parce qu'au fond, la vraie question se posait enfin, claire comme un coup de canon dans la nuit, comment un homme capable de détruire une forteresse en quelques tirs avait-il pu laisser ses finances devenir une prison invisible? Et surtout, comment allait-il, enfin, commencer à en sortir? Ce soir-là, assis à sa table bancaire, entouré d'enveloppes ouvertes, il murmura presque pour lui-même, « J'ai survécu à des bombardements, à la faim, au froid, et c'est ce bout de papier qui va me mettre à genoux ?» La lettre de la banque tremblait entre ses doigts. Le bruit de l'horloge, sec et implacable, lui rappelait le compte à rebours d'avant un tir d'artillerie. Sauf qu'ici, le seul impact, c'était dans sa vie. Il se leva, fit quelques pas dans le petit salon silencieux, et son regard se posa sur la vieille photo en noir et blanc, lui, en uniforme, souriant maladroitement, entouré de camarades, devant un canon gigantesque. Là-bas, on comptait sur moi, on m'écoutait, on me respectait. Pensa-t-il. Ici, la seule chose qui semblait compter, c'était des chiffres qu'il ne comprenait pas vraiment, taux, intérêts, pénalités. Sur le front, il savait décoder le terrain, anticiper le prochain mouvement de l'ennemi. Dans ce monde de relevés bancaires et de contrats, il se sentait aveugle. Les voix de ses officiers résonnaient encore dans sa tête, « Tu es responsable de chaque tir, chaque mètre compte. » Alors pourquoi, maintenant, ne parvenait-il pas à être responsable de chaque franc qui sortait de sa poche? Une petite voix, plus sourde, se glissa dans son esprit, celle de la honte. Tu n'es bon qu'à faire la guerre. Pour le reste, tu es inutile. Ce n'était pas sa voix à lui. C'était celle des années de silence, des portes fermées, des promesses non tenues par ceux qui lui devaient reconnaissance. Il se surprit à dire à haute voix, « Peut-être que je ne mérite pas mieux. » Cette phrase, simple en apparence, est une bombe à retardement intérieur. C'est le moment où le soldat devient prisonnier, non pas d'un camp ennemi, mais de ses propres croyances. Et toi, est-ce qu'il t'arrive aussi de te dire, face à une facture ou à un découvert, « Je suis nul avec l'argent. Je n'y arriverai jamais. » Combien de fois as-tu répété cette phrase comme un ordre venant d'en haut, sans jamais la remettre en question? Si tu reconnais quelque chose de toi dans ces pensées, tu n'es pas seul. Ce qui enfermait notre artilleur n'était pas juste le manque d'argent, c'était l'histoire qu'il se racontait à lui-même sur ce qu'il méritait. Et tant que cette histoire restait la même, aucun salaire, aucune aide, aucun hasard ne pouvait vraiment le sauver. La vraie bataille, maintenant, allait se jouer dans un endroit qu'aucun canon ne pouvait atteindre, à l'intérieur de lui. Et c'est précisément là que tout a commencé à basculer. Il resta silencieux un long moment, les yeux perdus dans la fumée de son café, avant de reprendre d'une voix plus basse, presque cassée. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» demanda-t-il. « Pendant la guerre, l'État dépensait des fortunes pour chaque obus que je tirais. On me confiait des canons qui valaient plus que toutes les maisons de mon village réunies. Je donnais des ordres qui déplaçaient des millions en logistique, en matériel, en hommes. Et moi, à la fin, je n'ai même pas su gérer quelques billets dans mon portefeuille. » Il eut un petit rire amer. « J'ai appris à lire le vent, la distance, la courbure de la trajectoire. Mais personne ne m'a appris à lire un contrat, un taux d'intérêt, une échéance de crédit. » Il tapota à table du bout des doigts, comme s'il marquait un rythme que lui seul entendait. « On t'a appris ça, à toi. » Il leva les yeux vers toi,
cherchant réellement une réponse. À l'école, à la maison. Quelqu'un t'a expliqué comment fonctionne vraiment l'argent? Ou est-ce que toi aussi tu as juste improvisé? La question reste en suspens, et, étrangement, tu te sens un peu exposé. Tu repenses à tes propres erreurs, cette carte de crédit utilisée, juste cette fois, ce prêt pris à la va-vite, ce mois où tu as peur d'ouvrir ton relevé bancaire. Tu n'es pas sur un champ de bataille, mais tu connais, toi aussi, cette sensation de menace constante. Le vieil homme poursuit, calmement. Tu vois. La pauvreté, ça ressemble à un bombardement lent. Tu ne t'en rends pas compte au début. Un petit découvert ici, une facture en retard là-bas. Et un jour, tu réalises que tu vis sous le feu ennemi, mais l'ennemi, c'est tes propres décisions, a peur de regarder la vérité en face. Il s'interrompt, te scrutant attentivement. Dis-moi honnêtement. Est-ce que tu regardes ton argent comme on regarde un champ de bataille, en analysant le terrain, les risques, les stratégies? Ou est-ce que tu fermes les yeux en espérant que tout ira bien? Son regard se fait plus doux. Moi, j'ai fermé les yeux trop longtemps. La honte, l'orgueil, le « je m'en sortirai bien tout seul ». Alors je te pose une question, à toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui de prendre ton argent au sérieux? La peur de ce que tu vas découvrir? Le sentiment de ne pas être à la hauteur? Ou simplement l'habitude de fuir? Il se penche légèrement en avant, comme pour confier un secret. Tu n'es pas obligé de répondre à voix haute. Mais réponds au moins pour toi-même. Parce que la prochaine étape, pour toi comme pour moi à l'époque, commence exactement à cet endroit-là. Un léger sourire traverse son visage marqué par les années. Tu veux savoir comment on passe d'un soldat perdu dans ses dettes, à quelqu'un qui reprend le contrôle, pas à pas. Alors, je veux que tu imagines ceci. Le vieil artilleur, assis sur sa chaise en bois, la main posée sur la table, regarde le petit carnet où il a écrit ses chiffres. Il soupire, puis te regarde droit dans les yeux, comme s'il te parlait à travers le temps. Toute ma vie, j'ai cru que le courage, c'était courir sous les balles, dit-il. Mais le vrai courage, c'est d'ouvrir ses comptes, regarder la vérité en face et dire, je ne veux plus vivre comme ça. Autour de lui, la maison est simple. Quelques photos jaunies au mur, des camarades, un canol, un drapeau. Mais il y a aussi d'autres images, plus silencieuses, une facture en retard, une lettre de la banque, un rappel de dette. Ces nouvelles balles traçantes, ce sont les intérêts. Ces nouvelles explosions, ce sont les découvertes. J'ai su viser un pont à 10 km, reprend Lille avec un sourire amer. Mais je n'ai jamais appris à viser un avenir financier. Personne ne m'a montré comment. On m'a appris à survivre, pas à construire. Puis sa voix se fait plus douce. Toi, tu as une chance que je n'ai pas eue. Tu peux apprendre sans passer par la guerre. Tu peux guérir tes blessures invisibles avant qu'elles ne deviennent des chaînes. Tu peux, dès aujourd'hui, transformer ta manière de voir l'argent. Tu peux décider que tu ne seras pas, comme moi, un héros sur le champ de bataille, et un prisonnier, chez toi. Il se penche légèrement, comme pour te confier un secret. L'argent n'est pas ton ennemi. Ce sont les croyances, les silences, la honte qui t'empêchent d'apprendre. Tu n'as pas à avoir honte de tes dettes, de tes erreurs, de tes peurs. Tu as juste à faire un pas. Un petit. Mais un vrai. Puis c'est presque comme s'il te posait une question à brûle pour point, sans détour. Dis-moi. Quelle bataille financière es-tu en train de perdre en silence, aujourd'hui? Et qu'est-ce qui se passerait réellement si tu décidais, maintenant, de ne plus la mener seule? Le tic-tac d'une horloge se fait entendre dans la pièce. Il se redresse, ajuste sa vieille veste, comme s'il s'apprêtait à retourner au front. Si tu veux, dit-il calmement, je peux t'accompagner encore un peu. Tu peux rester avec moi, apprendre à regarder ton passé sans te juger, et à construire un futur où l'argent ne sera plus une arme pointée sur toi, mais un outil dans ta main. Son regard se fait plus chaleureux. Abonne-toi, reste avec moi. On va continuer cette conversation. On va parler de tes chiffres, de tes peurs, de tes habitudes. On va transformer ce champ de ruines en terrain de reconstruction. Tu n'as plus besoin de canon. Tu as besoin de clarté, de connaissance, et d'un peu de courage. Le même que tu as déjà, chaque fois que tu te dis, je veux une vie différente. Il sourit, presque malicieux. Alors, tu viens,